J'ai aidé à bâtir l'empire de 4 milliards d'euros de mon beau-père. À son enterrement, ma belle-mère a annoncé que son nouveau mari allait prendre la relève. Quand j'ai dit que j'étais le propriétaire de l'entreprise, elle m'a lancé « Alors sors de chez nous ». Je me suis contenté de sourire et j'ai joué la seule carte qu'elle n'avait jamais vue venir. Ils ont enterré ma femme des années avant d'enterrer son père. Mais à ses funérailles, ils ont aussi essayé de m'enterrer. Ma belle-mère se tenait devant la famille, les dirigeants et les vieux amis, puis a annoncé que son nouveau mari allait prendre les rênes de l'empire de 4 milliards d'euros que j'avais aidé à construire à travers le deuil, les dettes et les nuits blanches. Quand j'ai dit « Non, ça n'arrivera pas », elle m'a regardé comme si j'étais un simple employé et a dit « Alors sors de chez nous ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Henri avait vu venir ce moment et que la dernière carte qu'il m'avait laissée était sur le point de transformer sa victoire en l'erreur la plus coûteuse de sa vie. J'avais l'habitude de penser qu'être loyal signifiait rester silencieux, faire le travail et laisser le temps prouver la vérité. Mais ce jour-là, debout dans une pièce pleine de gens qui savaient ce que j'avais sacrifié et qui détournaient pourtant le regard, j'ai appris quelque chose de différent. Parfois, le silence ne protège pas la paix. Il protège ceux qui la volent. Quand je suis arrivé au domaine des Beaumont, les fleurs des funérailles commençaient déjà à faner. Cela me dérangeait plus que de raison. Henri Beaumont avait bâti une entreprise de 4 milliards d'euros à partir de quais de chargement, de deuxièmes hypothèques et de nuits blanches. Un homme comme lui méritait mieux que des roses blanches brunissant sur les bords et des gens chuchotant sur le pouvoir avant même que la terre ne se soit tassée sur lui. Je me suis garé au fond de l'allée car le cercle principal était bondé de SUV noirs, de berlines et d'hommes en manteaux coûteux prétendant que le deuil était la raison de leur venue. Certains étaient là pour Henri. D'autres pour l'entreprise. Quelques-uns étaient là parce que la mort a le don d'ouvrir des portes que les vivants gardaient verrouillées. Je suis entré et j'ai senti une odeur de lys, de café et d'argent ancien. Un instant, j'ai pensé à Isabelle, ma femme, la fille unique d'Henri. Elle était partie depuis 5 ans, mais je me surprenais encore à la chercher dans des pièces comme celle-ci. Elle m'aurait touché la manche et murmuré « Ne les laisse pas transformer ça en spectacle ». Mais Béatrice Beaumont avait toujours aimé la scène. Près de la salle principale, j'ai trouvé les cartons de placement disposés sur une table vernie. Le nom de Béatrice était au centre. Dorian de Villiers, son nouveau mari, était à côté d'elle. Les membres du conseil d'administration avaient leur place. Des cousins, qui n'avaient pas rendu visite à Henri depuis des années, avaient leur place. Mon nom n'y était pas. Un jeune assistant des pompes funèbres a regardé son presse-papier, puis moi. Monsieur Moreau, je crois que les places pour le personnel sont à l'arrière. Le personnel ? Je ne l'ai pas corrigé. Il ne faisait que lire ce qu'on lui avait donné. De l'autre côté de la pièce, Jérôme Klein, l'un de nos plus anciens membres du conseil, a vu ce qui s'était passé. Son regard est tombé sur le tapis. Cela m'en disait assez. Ce n'était pas une erreur. J'ai mis la main dans mon manteau et j'ai touché la montre de poche en argent qu'Henri m'avait un jour placée dans la main lors d'une longue nuit à l'entrepôt de Vénissieux. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. J'avais juste besoin de sentir son poids. La réception a commencé doucement. Les gens parlaient à voix basse, tenant des assiettes qu'ils touchaient à peine. Puis Béatrice s'est avancée à l'avant de la pièce, vêtue de noir, le dos droit, les yeux secs, avec Dorian se tenant un demi-pas derrière elle comme un homme attendant qu'on lui remette un titre. Elle a parlé de la vision d'Henri, de son courage, de son dévouement à la famille. Puis elle a commencé à réécrire l'histoire. Elle a mentionné des expansions que j'avais négociées, des contrats que j'avais sauvés, des usines que j'avais maintenues ouvertes alors que les banques nous tournaient autour. Elle a loué des consultants, des parents, des conseillers, et même Dorian pour avoir apporté de la stabilité durant la dernière saison d'Henri. Mon nom n'a pas franchi ses lèvres. Je n'ai ressenti aucune surprise. C'était la partie étrange, juste une reconnaissance, comme entendre une porte se verrouiller de l'extérieur. Puis Béatrice a levé le menton. Conformément à l'héritage d'Henri, a-t-elle dit, notre famille a décidé que Dorian de Villiers guidera le groupe Beaumont Méridien dans son prochain chapitre. La pièce est devenue silencieuse. Dorian s'est avancé comme s'il avait répété le mouvement dans un miroir. Quelques personnes ont applaudi, parce que les gens applaudissent à n'importe quoi s'ils sont assez mal à l'aise. Je me suis levé, tous les visages se sont tournés vers moi. J'ai regardé Béatrice droit dans les yeux et j'ai dit, non, ça n'arrivera pas. Dorian a eu un petit rire. Julien,
ce n'est pas le moment. Tu as raison, ai-je dit. Ça n'aurait jamais dû se faire ici. L'expression de Béatrice s'est durcie. Tu oublies ta place. Tu n'es pas un Beaumont. Tu étais marié à ma fille. Ce lien a pris fin à la mort d'Isabelle. Un murmure a parcouru la pièce. Elle a continué. Tu es un employé utile, je l'admets, mais ne confonds pas le service avec la propriété. J'ai laissé les mots atterrir. J'ai laissé tout le monde les entendre. Puis elle a montré les portes. Si tu ne peux pas respecter cette famille, alors sors de chez nous. C'était la phrase censée me briser. Au lieu de ça, j'ai souri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'Henri avait su que ce jour viendrait. J'ai touché à nouveau la montre de poche et j'ai dit, vous auriez dû attendre avant de faire cette annonce. Pour la première fois de l'après-midi, Béatrice a semblé incertaine, juste une seconde, mais je l'ai vue alors qu'elle se retournait vers la salle et essayait de récupérer sa victoire. Je me suis souvenu d'une nuit, 15 ans plus tôt, où Henri m'avait tendu cette montre en argent usé et avait dit quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Béatrice a continué de parler après que je me sois assis, mais j'ai cessé d'écouter la forme de ses mots. La salle était toujours devant moi, tous ces costumes sombres et ces visages prudents, mais mon esprit était retourné dans un vieil entrepôt à l'extérieur de Saint-Priest, où les lumières bourdonnaient comme des insectes fatigués et le café avait le goût d'avoir traîné là depuis la veille. À l'époque, le groupe Beaumont Méridien n'était pas un empire. C'était un risque avec un logo. J'étais plus jeune, essayant encore de prouver que j'avais ma place quelque part. Henri n'était pas le fondateur élégant que les gens louaient plus tard lors de déjeuners d'affaires. C'était un homme épuisé en manches retroussées, fixant les coups de carburant comme si les chiffres pouvaient saigner. Une nuit, vers 2 heures du matin, il m'a trouvé assis sur une caisse d'expédition avec des itinéraires de livraison étalés sur mes genoux. « Tu sais que tu as le droit de rentrer chez toi, Julien ?» a-t-il dit. « Vous aussi. » Cela lui a arraché un rire fatigué. Il s'est assis à côté de moi, lentement et lourdement, puis a sorti une montre de poche en argent de son gilet. Elle était rayée, vieille, rien d'extraordinaire. Il l'a fait tourner dans sa paume avant de l'ouvrir. « Mon père portait ça, » a-t-il dit. « Ça n'a jamais valu beaucoup d'argent, mais ça me rappelle que le temps n'a d'importance que lorsqu'on le passe avec des gens qui restent. » Je l'ai regardé, ne sachant pas trop quoi dire. Il a refermé la montre et a ajouté, « Un jour, tu devras te souvenir que la loyauté est plus rare que le talent. » Je ne l'ai pas compris alors, pas complètement. J'ai compris des années plus tard, quand Isabelle était malade. Elle était assise dans son lit avec un carnet bleu foncé sur ses genoux, plus mince qu'elle n'aurait dû l'être, essayant toujours de gérer la peur de tout le monde. C'était Isabelle, douce, mais jamais faible. Elle m'a tendu le carnet comme s'il pesait plus que du papier. À l'intérieur, il y avait des notes sur son père, de vieilles promesses, des noms d'employés. Un chauffeur dont la femme avait besoin d'une opération. Un superviseur d'entrepôt dont le fils voulait aller à l'université. Des idées pour un fonds d'aide aux familles qu'elle n'a jamais pu achever. Sur la dernière page, elle avait écrit « Si papa arrête un jour de croire en lui, rappelle-lui qui il est. » Je me suis assis sur le bord du lit, tenant ce carnet, incapable de parler. Isabelle a touché ma main. Ne les laisse pas te faire sentir comme un invité dans une vie que tu as aidé à construire. Cette phrase est restée avec moi plus longtemps que n'importe quel vœu prononcé dans une église. Après sa mort, j'ai fait 2 valises. Je me souviens d'être resté dans notre chambre, regardant son côté du placard, son écharpe bleue toujours accrochée au crochet près de la porte. J'ai posé le carnet sur mes bagages et je me suis dit que partir serait plus facile que de rester dans une maison pleine de fantômes et de gens qui me traitaient comme un meuble temporaire. Puis Henri est apparu dans l'embrasure de la porte. Il ne m'a pas demandé de rester. Il n'a pas fait de discours. Il avait juste l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Et il a dit, je ne sais pas comment faire ça sans elle. C'est tout. J'ai défait mes valises avant minuit. Béatrice ne m'a jamais remercié. Je ne m'y attendais pas. Pour elle, j'étais le rappel que sa fille avait choisi un homme sans la bonne lignée. Mais Henri et moi avons continué à travailler. Nous avons reconstruit ce que le chagrin avait presque vidé. Puis Doriane de Villiers est arrivée. Béatrice l'a présentée lors d'un dîner de charité à Écully. Chaussures vernies, sourire parfait, une main reposant légèrement dans son dos.
Il savait flatter les femmes plus âgées et faire en sorte que les membres du conseil se sentent intelligents. Il parlait d'efficacité comme certains hommes parlent de miséricorde, en omettant de dire qu'il souffrirait lorsque les coupes viendraient. Au début, je lui ai laissé de l'espace. Béatrice avait perdu une fille et presque perdu son mari à cause du chagrin. Si une compagnie la stabilisait, je n'allais pas m'y opposer. Mais Dorian avait un talent pour les petites dévalorisations. Il m'appelait « le gars des opérations » devant les donateurs. Puis, le veuf d'Isabelle, puis avec un sourire assez tranchant pour se raser, l'assistant d'Henri. Il n'a jamais demandé comment un centre de distribution survivait à un mauvais trimestre. Il demandait qui contrôlait les actions avec droit de vote, qui siégeait au conseil, si Henri avait mis à jour son plan de succession. Un soir, j'ai trouvé Henri dans son bureau, la montre ouverte à la main. Dorian a posé des questions, a-t-il dit. Je n'ai pas tourné autour du pot. Il s'intéresse au contrôle. Henri a refermé la montre. Les hommes comme Dorian ne défoncent pas les portes, a-t-il dit. Ils attendent que les gens en deuil les ouvrent. Voulez-vous que j'affronte Béatrice? Pas encore. Il a regardé vers la fenêtre sombre. Certaines personnes se révèlent plus vite quand elles pensent que personne ne les regarde. Au moment où Henri a fini à l'hôpital, Dorian avait cessé de poser des questions comme un invité et avait commencé à se déplacer dans notre entreprise comme un homme mesurant les rideaux d'une maison qu'il prévoyait de voler. Henri ne s'est pas effondré d'un seul coup. Ce n'est pas ainsi que les hommes forts s'éteignent habituellement. Ils perdent un pas, puis un autre. Ils commencent à s'asseoir avant la fin des réunions. Ils refusent l'aide avec un sourire qui trompe les étrangers, mais pas les gens qui connaissent le rythme de leur respiration. Je l'ai remarqué pour la première fois lors d'un examen trimestriel au siège. Henri a tendu la main vers un dossier, l'a manqué d'1 centimètre, puis a masqué l'erreur en demandant à Marcel Dubois de répéter un chiffre d'affaires. Personne d'autre n'a réagi. Les cadres sont formés pour ne pas voir la faiblesse à moins qu'elle n'affecte la valeur de l'action. Après ça, plus de dossiers sont arrivés sur mon bureau. Une pénurie de chauffeurs près de Grenoble, un contrat de carburant près de Saint-Étienne, un litige d'entrepôt près de l'aéroport. Les clients ont cessé de demander Henri et ont commencé à m'appeler directement. Les chefs de service m'attendaient avant de commencer les réunions. Rien d'officiel n'a changé. Pas d'annonce, pas de titre, pas de cérémonie. Mais le leadership a une façon de se déplacer silencieusement avant que quiconque admette qu'il a bougé. Béatrice l'a vu. Je sais qu'elle l'a vu. Lors des dîners du conseil, quand les gens se tournaient vers moi pour des réponses, sa bouche se serrait juste assez pour montrer ce qu'elle pensait. Elle n'aimait pas qu'Henri me fasse confiance. Elle aimait encore moins que tout le monde ait commencé à le faire. Dorian l'a remarqué aussi. Au début, il entrait dans les espaces de l'entreprise comme les invités entrent dans une cuisine avant un repas de fête, souriant comme s'il voulait seulement aider. Il assistait aux réunions, posait des questions douces, complimentait des présentations qu'il comprenait à peine. Puis le langage a changé. Nous avons besoin d'un visage plus frais pour les investisseurs, a-t-il dit un après-midi, se penchant en arrière dans un fauteuil de la salle du conseil qu'il n'avait jamais mérité. L'héritage est merveilleux, mais le sentimentalisme peut coûter cher. De l'autre côté de la table, Aurore Bernard a baissé les yeux sur ses notes. Elle dirigeait l'une de nos usines les plus difficiles depuis 17 ans, et elle savait exactement ce que cette phrase signifiait. Après la réunion, notre vice-président senior m'a intercepté près des ascenseurs. « Julien » a-t-il dit tranquillement. « Est-ce que Dorian travaille vraiment ici maintenant ?»« Non » ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, mais la question est restée entre nous comme de la fumée. Ce week-end-là, Béatrice a organisé un dîner de famille au domaine. Longue table, argenterie polie, trop de bougies, tout le monde prétendant que l'air n'était pas tendu. Dorian était assis à la droite d'Henri. J'étais assis à mi-chemin, assez près pour tout entendre, assez loin pour comprendre le message. Béatrice a levé son verre et a loué Dorian comme une influence stabilisatrice et un homme qui comprend les affaires modernes. Un des cousins d'Henri, qui avait manqué les funérailles d'Isabelle mais ne manquait jamais un repas traiteur, a demandé, alors, qui s'occupe vraiment des opérations quotidiennes maintenant. Le silence s'est abattu sur la table. Tout le monde connaissait la réponse. Béatrice a pris son verre d'eau. Ne transformons pas le dîner en réunion de travail. Quelques personnes ont ri trop vite. J'ai coupé mon steak et n'ai rien dit.
Ce silence faisait plus mal qu'une insulte ouverte. On peut répondre à une insulte. Le silence vous demande de vous effacer pour le confort des autres. Plus tard dans la nuit, après avoir traversé des rues presque vides pour rentrer chez moi, j'ai ouvert le carnet bleu d'Isabelle. Je le faisais parfois quand la maison semblait trop calme. Une page volante est tombée près de ma main. Je l'avais manqué auparavant. De l'écriture d'Isabelle, petite et soignée, il était écrit « Maman aime la certitude plus que la vérité ». Je suis resté longtemps avec cette phrase. Elle n'excusait pas Béatrice, mais elle l'expliquait. Dorian lui donnait un sentiment de protection. Il offrait des réponses simples, des chaussures vernies et le genre de confiance que les gens confondent avec la compétence. J'offrais le travail, l'histoire, la vérité inconfortable qu'Henri avait eu besoin de moi quand d'autres étaient trop occupés à protéger leur fierté. Quelques semaines plus tard, Henri a été admis à l'hôpital après un épisode grave. J'y suis allé après le travail, toujours en costume, avec un dossier qu'il m'avait demandé. La pluie tapait sur les fenêtres de sa chambre privée. Les moniteurs émettaient des sons réguliers qui tentaient de passer pour un réconfort. Il avait l'air pluvieux sous ses couvertures blanches. « Ferme la porte, Julien », a-t-il dit. Je l'ai fait. Il a attendu que l'infirmière finisse de vérifier sa perfusion et nous laisse seuls. Puis il a tourné la tête vers moi. « Si quelque chose m'arrivait, protégerais-tu ce que nous avons bâti ?» Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Oui. Il a étudié mon visage comme s'il pesait plus que le mot. « Bien », a-t-il dit. Je pensais qu'il continuerait, mais l'infirmière est revenue avec des médicaments, et le moment s'est replié sur lui-même. Pourtant, je l'ai gardé avec moi. La semaine suivante, je suis arrivé tôt pour une séance de préparation du conseil. Le bureau de maître Hélène Girard avait envoyé des documents de routine, mais quand j'ai vérifié les archives de l'entreprise, plusieurs dossiers de gouvernance manquaient à leur emplacement habituel. Pas disparus, juste déplacés. C'était pire, d'une certaine manière. Les gens négligents laissent des désordres. Les gens prudents laissent des vides. J'ai demandé à un jeune assistant juridique qui avait demandé l'accès. Elle m'a donné une réponse nerveuse à propos d'un « examen familial ». Avant que je puisse en demander plus, Dorian est sorti du couloir juridique, boutonnant sa veste de costume. « Tôt au travail, Julien », a-t-il dit. Comme d'habitude. Il a souri comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. C'est pour ça qu'Henri t'apprécie. Les hommes fiables sont difficiles à trouver. Voilà encore. Un compliment en forme de boîte. Je l'ai regardé s'éloigner et je me suis souvenu de l'avertissement d'Henri. Certaines personnes se révèlent plus vite quand elles pensent que personne ne les regarde. Alors, j'ai continué à regarder. 2 mois plus tard, une enveloppe scellée est arrivée de la part de maître Hélène Girard, l'avocate personnelle d'Henri, et son timing allait changer tout ce que je pensais savoir sur l'avenir de l'entreprise. L'enveloppe n'est pas arrivée par le courrier de l'entreprise. C'est la première chose qui m'a dit de faire attention. Elle est arrivée par coursier, livrée chez moi juste après 19h un jeudi soir, alors que j'avais à peine desserré ma cravate et posé le carnet d'Isabelle sur le comptoir de la cuisine. Le coursier a attendu que je signe, puis est parti sans les banalités habituelles. Sur le devant, de l'écriture d'Henri, 3 mots. Pour Julien uniquement. Je suis resté là 1 minute avec la lumière du Porsche derrière moi et l'enveloppe à la main, sentant le poids du papier qui n'avait aucune raison d'être si lourd. À l'intérieur se trouvait une courte note d'Hélène Girard. Appelez-moi avant d'ouvrir quoi que ce soit d'autre. Hélène était l'avocate personnelle d'Henri depuis plus de 20 ans. Elle n'était pas du genre dramatique. Elle ne cherchait pas l'attention. Si Hélène demandait la confidentialité, il y avait une raison. Je l'ai appelée de la cuisine. « Pouvez-vous venir à mon cabinet demain matin ?» a-t-elle demandé. « Au siège ?»« Non » a-t-elle dit. « Mon cabinet privé. » Et Julien, venez seul. C'est à ce moment-là que l'inquiétude est passée du coin de mon esprit au centre. Le lendemain matin, j'ai traversé Lyon avant que le trafic ne s'intensifie. Le cabinet d'Hélène se trouvait dans un immeuble discret où personne n'élevait la voix et où chaque porte semblait avoir entendu des secrets coûteux. Elle m'a accueilli elle-même, a fermé la porte derrière moi et a placé une enveloppe scellée sur le bureau entre nous. « Ceci vient d'Henri », a-t-elle dit. « Ce n'est pas un testament. Ce n'est pas un document de transfert. Pas aujourd'hui. » J'ai regardé le sceau.
Alors, qu'est-ce que c'est? Une directive. Elle a fait glisser une copie vers moi. Le langage était précis. Si Henri décédait avant que certaines questions d'entreprise ne soient finalisées, je devais contacter Hélène avant de signer quoi que ce soit présenté par Béatrice, Dorian, un représentant du conseil ou un agent de la famille. J'ai lu cette phrase 2 fois. S'attendait-il à des ennuis? Hélène a croisé les mains. Henri croyait que la préparation coûte moins cher que le regret. Ça ressemble à quelque chose qu'il dirait quand il ne voulait pas m'effrayer. Son visage s'est adouci, mais elle n'a pas nié. Au cours des semaines suivantes, Dorian est devenu plus difficile à ignorer. Il assistait au dîner d'investisseurs comme s'il avait été invité par l'histoire elle-même. Il se tenait aux côtés de Béatrice lors d'événements caritatifs, hochant la tête pendant que les gens le félicitaient d'avoir pris les choses en main. Un chroniqueur économique l'a même qualifié de « figure stabilisatrice probable dans l'avenir de Beaumont ». Personne ne l'a corrigé. Ce silence a fait plus de dégâts qu'une annonce n'en aurait fait. Au siège, Jérôme Klein m'a arrêté devant la salle du conseil. « Pourquoi ne ripostes-tu pas » a-t-il demandé. « Parce que la vérité ne devient pas plus forte simplement parce que je la crie. » Jérôme m'a regardé pendant une longue seconde. « Peut-être pas, mais les mensonges deviennent confortables quand les gens bien restent polis. » J'ai gardé ça avec moi. Quelques jours plus tard, j'ai rendu visite à Henri dans l'aile privée de l'hôpital après le travail. Il était assis, mais à peine. La pièce sentait l'antiseptique et le café faible. Ses mains reposaient sur la couverture, plus mince que la dernière fois que je l'avais vu. « Béatrice amène toujours Dorian aux affaires de l'entreprise » a-t-il demandé. « Oui. »« Trop ?» ?»« Oui. » Il a fermé les yeux et ce qui a traversé son visage n'était pas de la colère. C'était de la déception. Le genre qui vieillit une personne sous vos yeux. Certaines personnes pensent que la propriété vient de la proximité, a-t-il dit. J'ai attendu. Ce n'est pas le cas. Je voulais lui demander ce qu'il avait fait, ce qu'Hélène savait, ce qu'il préparait, mais un médecin est entré avant que les mots n'atteignent ma bouche, et Henri est retourné à cette vieille habitude tenace d'agir comme si rien ne faisait mal. Au moment où j'ai quitté l'hôpital, le soir était tombé sur le parking. Je suis resté assis au volant pendant plusieurs minutes, sans démarrer le moteur. La patience avait toujours été ma force. Cette nuit-là, elle ressemblait à une corde autour de ma poitrine. 3 semaines plus tard, Béatrice a convoqué une réunion de famille au domaine. Pas une réunion chaleureuse, pas une réunion de deuil, une réunion de stratégie déguisée avec du thé et des plateaux en argent. Dorian était assis à côté d'elle, dans le fauteuil d'Henri. Ce seul détail m'a dit où la pièce se dirigeait. Béatrice a parlé de la planification de la transition, de la confiance du public et des arrangements de vie. Elle a discuté de l'accès au domaine comme si Henri était déjà devenu un portrait sur le mur. Puis elle m'a regardé. Julien pourrait éventuellement passer à autre chose, a-t-elle dit légèrement, comme si elle discutait d'un jardinier qui pourrait prendre sa retraite. La pièce est devenue silencieuse. J'aurais pu répondre. J'aurais pu lui rappeler que j'étais resté quand son propre chagrin s'était transformé en absence. J'aurais pu dire que les cendres d'Isabelle étaient toujours dans la chapelle familiale et qu'Henri respirait encore. Au lieu de cela, j'ai regardé Dorian. Il m'observait attentivement, attendant que je perde le contrôle. Alors, je ne lui ai rien donné. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, j'ai pris la montre de poche en argent de mon tiroir et je l'ai ouverte sous la lampe. Le faible tic-tac a rempli la pièce. La loyauté est plus rare que le talent. Pour la première fois, je me suis demandé si la loyauté m'avait rendu sage ou simplement utile. Le jour de la mort d'Henri, je pensais que le deuil serait la chose la plus difficile à affronter. J'avais tort. L'appel est arrivé avant le lever du soleil. Pas de Béatrice, pas de Dorian. D'une infirmière dont la voix avait la douceur prudente que les gens utilisent quand ils savent déjà que votre vie a changé. Monsieur Moreau, je suis désolé. Monsieur Beaumont s'est éteint paisiblement un peu après 4 heures. Pendant quelques secondes, je suis resté assis sur le bord de mon lit avec le téléphone contre mon oreille, fixant le couloir sombre. Aucune pensée ne venait clairement, juste des petits détails inutiles. Les chaussettes à côté de mes chaussures. Le verre d'eau à moitié plein sur la table de chevet. Le carnet d'Isabelle sur la chaise où je l'avais laissé.
J'ai remercié l'infirmière parce que les bonnes manières ont une façon de survivre même quand le reste de vous est engourdi. Le trajet jusqu'à l'hôpital a semblé plus long qu'il ne l'était. Le brouillard était bas sur la route, et la ville semblait inachevée, comme si Lyon n'avait pas décidé de se réveiller. Au moment où j'ai atteint l'aile privée, Béatrice était déjà là. Elle pleurait, et pendant un bref instant, aucune des anciennes fractures n'avait d'importance. Elle était veuve. J'étais veuf, debout à côté d'une autre perte. Dorian était silencieux près du mur, les mains jointes, son visage arrangé en respect. Je me suis tenu au chevet d'Henri et j'ai posé ma paume sur la couverture près de sa main. Il avait l'air plus petit sans sa voix, sans ce regard obstiné, sans la chaîne de montre qui croisait habituellement son gilet. La montre de poche avait disparu. Cela n'aurait pas dû avoir d'importance à ce moment-là. Un homme était mort. Une famille s'était à nouveau brisée. Pourtant, cette absence me tiraillait. J'ai quitté l'hôpital vers le milieu de la matinée après avoir signé ce qui devait être signé et parlé avec le directeur des pompes funèbres. À midi, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de cadres, de chauffeurs, de directeurs d'usine, de gens qu'Henri avait aidés 20 ans plus tôt et n'en avait jamais parlé à personne. Pendant quelques heures, le chagrin est resté pur. Puis les affaires sont entrées, vêtues d'un costume noir. 48 heures après la mort d'Henri, Dorian a convoqué une réunion sur la continuité de la direction, sans me demander mon avis. L'assistante de Béatrice a envoyé des invitations de calendrier utilisant un langage qui m'a serré l'estomac. Transition du leadership, confiance du public, direction familiale. Je suis resté assis dans mon bureau à lire l'avis 2 fois. Puis Marcel Dubois est apparu à ma porte, l'air d'un homme qui venait de trouver de la fumée sous une porte fermée. Ils agissent comme s'ils avaient répété ça, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je savais qu'il avait raison. Cet après-midi-là, je me suis rendu au domaine pour rencontrer le coordinateur des funérailles. Béatrice m'avait demandé de revoir la logistique, ce qui était sa façon de me donner du travail sans autorité. La porte du bureau d'Henri était ouverte. Je me suis arrêté dans le couloir. Pendant des années, une photographie était accrochée à côté de sa bibliothèque. Henri, Isabelle et moi, debout devant le premier centre de distribution agrandi après que nous ayons failli perdre le financement de la banque. Isabelle riait. Henri avait son bras autour de mon épaule. Je n'ai jamais aimé être photographié, mais j'aimais cette photo parce qu'elle prouvait que quelque chose de réel s'était passé. Elle avait disparu. À sa place, une nouvelle photo encadrée de Béatrice et Dorian lors d'un gala de charité, tous deux souriant sous des lumières douces. Je suis resté là assez longtemps pour que Béatrice le remarque. Oh, dit-elle légèrement derrière moi. J'ai pensé que la pièce devait refléter la famille actuelle. Famille actuelle. 2 mots habillés poliment pour couper profondément. J'ai regardé l'endroit vide où le visage d'Isabelle se trouvait autrefois et n'ai rien dit. Dorian voulait une dispute. Béatrice voulait que je montre de la douleur pour qu'elle puisse l'appeler instabilité. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. Mais quand je suis rentré chez moi, le silence m'a frappé durement. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai écrit la première ligne d'un email de démission. Non pas parce que je voulais me rendre, mais parce que j'étais fatigué d'être un fantôme dans des pièces que j'avais aidé à construire. Je pouvais vendre ma maison, quitter l'entreprise, recommencer à zéro quelque part où personne ne connaissait le nom Beaumont. Peut-être que la paix valait plus que d'avoir raison. J'ai ouvert le carnet d'Isabelle, puis je l'ai refermé avant de lire un mot. J'étais toujours assis là quand mon téléphone a sonné. C'était Ismaël Brossard, un jeune responsable logistique de notre exploitation de Vénissieux. Un jeune intelligent, aux instincts vifs, souvent ignoré parce qu'il ne venait pas du bon cercle. Monsieur Moreau, je suis désolé de vous déranger, a-t-il dit. Mais les gens de Dorian poussent les anciens chefs d'usine à la sortie. Des gens bien, ceux qui savent comment tout fonctionne vraiment. J'ai fermé les yeux. Ismaël a poursuivi, plus bas maintenant. Peut-être que je devrais partir aussi. On dirait que c'est ce qu'ils veulent de quiconque n'applaudit pas assez vite. J'ai entendu ma propre voix à 28 ans dans la sienne. Cela m'a fait quelque chose. Après avoir raccroché, je n'ai pas envoyé la démission. Je l'ai supprimée. Plus tard dans la soirée, Hélène Girard a appelé. Je veux que vous vérifiez votre email sécurisé, a-t-elle dit. Maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine.
Un fichier est devenu 3. 3 sont devenus une chaîne de messages, de notes de réunion, de projets d'annonces, d'agendas privés. Béatrice et Dorian avaient préparé le langage du leadership des mois avant la mort d'Henri. Pas après, avant. Une ligne de Dorian s'est démarquée. Le veuf ne sera pas un problème si nous agissons rapidement. Je l'ai relu, et la trahison s'est transformée en quelque chose de plus froid que la colère. Si je révélais tout, je déchirerais la famille Beaumont en public. Si je restais silencieux, je les aiderais à voler l'avenir qu'Henri et Isabelle m'avaient confié de protéger. Il n'y avait pas de choix propre, seulement un choix honnête. Au lever du soleil, j'avais cessé de me demander comment préserver la paix. Je me demandais enfin ce qu'il en coûterait de protéger la vérité. À l'aube, j'ai fait un café que j'ai à peine goûté et j'ai débarrassé la table de la cuisine. Pas pour le petit déjeuner, pour l'épreuve. J'ai étalé les procès-verbaux du conseil, les avis aux actionnaires, les anciennes notes de gouvernance, les horaires des funérailles, les emails de Dorian et les fichiers protégés d'Hélène. Puis j'ai commencé à construire une chronologie avec un bloc-notes jaune et un stylo noir. Les dates comptaient, le langage comptait, qui savait quoi et quand comptait encore plus. Pendant des années, j'ai pensé que la patience signifiait encaisser le coup et attendre que la décence revienne. J'avais tort. La patience signifiait se préparer si soigneusement que lorsque la vérité parlerait enfin, personne ne pourrait l'interrompre. En milieu de matinée, je me suis rendu au siège et j'ai demandé à Béatrice et Dorian de me rencontrer à l'étage de la salle de conférence du conseil. La salle surplombait le centre de Lyon, verre brillant et bois poli, le genre d'endroit où les gens parlaient de « valeurs familiales », tout en affûtant des couteaux sous la table. Béatrice est arrivée la première. Dorian a suivi, souriant comme un homme qui avait déjà gagné. J'ai gardé ma voix égale. Certaines des actions entreprises peuvent violer la gouvernance de l'entreprise. Je vous demande à tous les deux de suspendre la communication sur le leadership jusqu'à ce qu'Hélène examine les documents. Béatrice a eu un petit rire sec. Julien, le chagrin te rend émotif. Non, ai-je dit, le chagrin me rend prudent. Dorian s'est penché en arrière. Tu as peur d'être laissé pour compte. C'est compréhensible. Je l'ai regardé. J'ai peur d'un homme sans rôle qui utilise le nom d'une veuve pour entrer dans une entreprise qu'il n'a pas bâtie. Le sourire a quitté son visage. Les yeux de Béatrice se sont durcis. Tu as toujours confondu la loyauté avec la propriété. Non, ai-je dit, vous avez confondu la proximité avec le droit acquis. Pendant un instant, même l'air sembla s'arrêter de bouger. Cela aurait dû les avertir. Ce ne fut pas le cas. Dans l'après-midi, j'ai appris que Dorian avait déjà appelé 3 actionnaires majeurs. Il avait déjeuné avec un membre du conseil au cercle de l'industrie et avait prévu un verre avec un autre. Son message était net et dangereux. Je faisais partie du passé. Il était l'avenir. C'est ainsi que le pouvoir fonctionne dans les couloirs des entreprises. Il ne crie pas toujours. Parfois, il invite simplement les gens à la bonne table et laisse la peur faire le reste. 2 jours plus tard, le directeur des pompes funèbres m'a envoyé le programme commémoratif pour examen. J'ai ouvert le fichier dans mon bureau, m'attendant à de la tristesse. J'ai trouvé un effacement. La vie d'Henri remplissait 12 pages. Béatrice avait un hommage complet. Dorian avait une section intitulée « Un soutien constant dans ces dernières années ». Il y avait des photographies de galas de charité, de dîners du conseil et de cérémonies publiques. Mon nom apparaissait une fois, en petits caractères, parmi les « employés ». Remercié pour des années de service. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que les mots se brouillent. Des années de service. Pas gendre, pas partenaire, pas l'homme qui s'était assis avec Henri pendant les défauts de paiement, les conflits syndicaux, les nuits d'hôpital et le chagrin qu'il a presque englouti après la mort d'Isabelle. Service. J'ai plié la copie imprimée et l'ai placée dans ma mallette. La colère voulait parler. La stratégie lui a dit d'attendre. Ce soir-là, Hélène a appelé alors que j'étais encore au siège. Plusieurs des instructions d'Henri ont été retardées de l'examen public, a-t-elle dit. Retardées par qui? Je ne suis pas prête à dire ça au téléphone. Cette réponse était suffisante. Je me suis rendu au domaine juste après le coucher du soleil. La maison était chaleureusement éclairée de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle semblait mise en scène. Béatrice était dans le salon avec Dorian,
examinant les arrangements floraux comme si le deuil était devenu un autre événement à gérer. J'ai posé le programme des funérailles sur la table. Vous m'avez retiré de la section famille, ai-je dit. Béatrice n'a même pas eu l'air honteuse. Le programme reflète les souhaits de la famille. Isabelle était ma femme. Et elle n'est plus là, a répondu Béatrice trop vite. Dorian est intervenu avec ce calme étudié qui était le sien. Julien, personne ne nie tes contributions, mais à un moment donné, une famille doit aller de l'avant. Aller de l'avant ? Ai-je demandé. Henri a bâti cette entreprise avec des gens qui se sont sacrifiés à ses côtés, pas des gens qui sont arrivés après que le travail a été fait et ont commencé à mesurer les meubles. Béatrice s'est levée. Comment oses-tu venir dans ma maison et nous accuser alors que nous sommes en deuil ? Vous n'êtes pas en deuil, ai-je dit tranquillement. Vous vous positionnez. La voix de Dorian s'est abaissée. Fais attention. Je me suis tourné vers lui. J'ai été prudent. C'est pourquoi vous devriez être inquiet. La pièce est redevenue silencieuse, mais cette fois, je n'ai pas adouci le silence pour eux. Vers minuit, je suis retourné à mon bureau. Le bâtiment était presque vide. J'ai posé le carnet d'Isabelle sur mon bureau et j'ai placé la montre de poche d'Henri à côté. Pendant un moment, je les ai regardés tous les deux sans toucher à l'un ni à l'autre. Puis j'ai ouvert la montre. Fais confiance à celui qui reste. J'ai finalement compris que le combat à venir ne concernait pas une maison, un titre ou une chaise à l'avant d'une chapelle. Il s'agissait de savoir qui restait quand rester coûtait quelque chose. Et quand le matin des funérailles est arrivé, Béatrice croyait qu'elle était sur le point de sécuriser son avenir. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait vers l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Le matin des funérailles est arrivé, gris et sans vent. Le genre de matin lyonnais où le son semble voyager plus loin qu'il ne le devrait. Les pneus sur le gravier. Les voix basses près des portes de la chapelle. La fermeture douce des portières de voiture alors que les cadres, les employés, les parents et les vieux amis arrivaient vêtus de noir. J'ai conduit moi-même. Pas de chauffeur, pas d'assistant, personne à côté de moi pour me dire ce que je savais déjà. À ce moment-là, je n'étais pas en colère de la manière dont les gens s'attendent à ce que la colère se manifeste. J'étais lucide. C'est différent. La colère veut riposter. La lucidité attend le bon moment. La chapelle privée se trouvait derrière le domaine, sous les chênes verts qu'Henri avait plantés quand Isabelle était une fille. J'ai fait une pause avant d'entrer, non pas parce que j'avais peur, mais parce que le deuil méritait une respiration silencieuse avant que la politique ne commence. Près de l'entrée, 2 membres du conseil ont cessé de parler quand ils m'ont vu. Cela m'a dit que le réseau de chuchotement avait commencé tôt. À l'intérieur, les gens répétaient des morceaux de l'histoire de Dorian en petites phrases prudentes. J'entends dire que Dorian assurera la continuité. Béatrice veut une transition nette. Julien pourrait prendre du recul après la cérémonie. Henri faisait confiance à Dorian vers la fin, n'est-ce pas? Personne ne disait ces choses à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Les rumeurs fonctionnent mieux quand elles ressemblent à de l'inquiétude. J'ai traversé la pièce lentement, serrant des mains, acceptant les condoléances, étudiant les visages. Certaines personnes évitaient mes yeux. D'autres avaient l'air honteuses. Quelques-uns semblaient vraiment confus, comme si on leur avait donné un script et qu'ils ne faisaient pas confiance à la fin. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'erreur de Dorian. Il croyait que la perception était la réalité. Ce n'est pas le cas. La perception est louée. La vérité possède l'acte de propriété. La cérémonie elle-même était respectueuse, et j'en étais reconnaissant. Aurore Bernard a parlé d'Henri arpentant un entrepôt après minuit parce que la femme d'un chauffeur était en chirurgie et qu'il voulait que l'homme sache que son travail était en sécurité. Marcel Dubois a raconté une histoire sur Henri refusant de fermer une usine pendant un mauvais trimestre parce que, comme il le disait, les chiffres comptent, mais les gens ont des noms. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que si j'avais regardé la photo d'Isabelle près des fleurs, j'aurais peut-être perdu le calme que j'avais passé toute la semaine à construire. Après la cérémonie, tout le monde s'est déplacé vers la salle de réception. Du café a été servi, des assiettes ont été passées, les gens ont de nouveau baissé la voix, comme si la douceur pouvait rendre l'ambition moins laide. Dorian se déplaçait dans la foule comme un homme déjà taillé pour la couronne. Il acceptait les condoléances des 2 mains. Il remerciait les gens pour leur confiance.
Il utilisait des phrases comme « la vision d'Henri » et « le prochain chapitre » et « protéger l'héritage familial ». Chaque phrase semblait inoffensive seule. Ensemble, elles formaient un filet. J'ai vu Jérôme Klein l'écouter près de la cheminée. Jérôme a croisé mon regard puis a détourné les yeux. Pas exactement de la trahison, plutôt de la peur portant un costume décent. Avant que les annonces ne commencent, j'ai trouvé Béatrice près du couloir menant au bureau d'Henri. Dorian était de l'autre côté de la pièce, entouré d'hommes qui aimaient être proches du pouvoir ascendant. « Béatrice » ai-je dit tranquillement. « Nous pouvons arrêter ça avant que ça ne devienne public. » Elle m'a offert un petit sourire. Pas chaleureux, pas gentil. Oh, Julien, toujours en train d'essayer de sauver tout le monde d'eux-mêmes. J'essaie d'épargner au nom d'Henri d'être traîné dans quelque chose qu'il aurait détesté. Son visage s'est crispé. Les gens savent qui a sa place ici. Voilà. Pas crié, pas dramatique, juste une phrase polie par des années de croyance. Pendant une seconde, elle a trouvé la vieille blessure. Le plus jeune fils de ma propre famille, le gendre jamais pleinement revendiqué par la sienne. L'homme qualifié d'utile quand ils avaient besoin de résultats et d'invisible quand ils distribuaient le crédit. Puis la douleur m'a traversé sans trouver d'endroit où rester. Je n'avais plus besoin qu'elle me fasse de la place. Mon téléphone a vibré avant que je puisse répondre. Je me suis écarté et j'ai lu le message d'Hélène Girard. Dossier vérifié. Toute signature confirmée. Instruction de protection active s'il procède. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Tout était prêt. J'aurais pu arrêter ça sur le champ. J'aurais pu faire entrer Hélène dans la pièce, placer les documents sur la table et mettre fin au spectacle avant que Béatrice ne prenne le micro, mais cela leur aurait permis de prétendre qu'ils avaient été mal compris. Alors, j'ai attendu. Dans la petite pièce latérale à côté de la salle de réception, j'ai sorti la montre de poche d'Henri. Le métal était chaud dans ma main. Je l'ai ouverte et j'ai lu les mots que je connaissais déjà. Fais confiance à celui qui reste. Cette fois, la phrase ne ressemblait pas à un compliment. Elle ressemblait à une instruction. J'étais resté pendant la maladie d'Isabelle, pendant le deuil d'Henri, pendant les problèmes de paix de fin de nuit, les appels des banques, les luttes au sein du conseil pour lesquelles personne ne m'a remercié. J'étais resté quand partir aurait été plus facile et plus propre. Cela ne me donnait pas de droit. Cela me rendait responsable. Quand je suis retourné dans la salle, Béatrice se dirigeait déjà vers le micro. Dorian se tenait à quelques pas derrière elle, souriant comme si l'avenir s'était rendu de lui-même. Et alors qu'elle posait une main sur le podium, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je n'étais plus nerveux. Béatrice a atteint le micro comme si elle marchait vers ce moment depuis des mois. La salle de réception s'est tue. Les fourchettes se sont posées sur les assiettes. Les conversations se sont évanouies dans le genre de silence que les gens gardent quand ils sentent que quelque chose de désagréable est sur le point de se produire. Mais personne ne veut être le premier à partir. Béatrice a commencé par le deuil. Elle a parlé de la force d'Henri, de sa vision, de son dévouement à la famille. Puis, en douceur, elle a transformé le deuil en affaire. Henri croyait en la continuité, a-t-elle dit. Et après une discussion familiale attentive, nous pensons que Dorian de Villiers est l'homme qu'il faut pour guider le groupe Beaumont-Méridien vers l'avenir. Des applaudissements polis ont parcouru la pièce. Dorian s'est placé à ses côtés, les acceptant avec ce petit hochement de tête humble que les hommes utilisent quand ils ont déjà mesuré les rideaux du bureau. Je suis resté assis. Béatrice l'a remarqué, son sourire s'est aminci. Julien, j'avais espéré que tu soutiendrais cette famille aujourd'hui. Je me suis levé lentement. Je soutiens Henri. Dorian a poussé un soupir étudié. Ce n'est pas l'endroit. Tu as raison, ai-je dit. Ça n'aurait jamais dû se passer ici. La voix de Béatrice s'est faite plus tranchante. Tu n'es pas un dirigeant de la famille. Tu es un employé qui a oublié sa place. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège. Elle a montré les portes. Si tu ne peux pas respecter cette maison, alors quitte-la aujourd'hui. Je l'ai regardé, puis Dorian. Non, ai-je dit, ça n'arrivera pas. Avant que la pièce ne puisse respirer, Dorian a levé une main. Deux hommes de son équipe juridique ont commencé à distribuer des dossiers dans les premières rangées. Ces documents soulèvent de sérieuses inquiétudes, a dit Dorian,
concernant l'influence de Julien sur Henri durant ces derniers mois. Voilà. Pas une attaque sur ma position, une attaque sur mon caractère. Les pages suggéraient que j'avais poussé Henri à changer le contrôle de l'entreprise alors qu'il était faible. Les gens ont commencé à lire. Quelques visages ont changé. Même Jérôme Klein m'a regardé avec une incertitude qu'il ne pouvait cacher. Pendant un moment, Dorian tenait la salle. J'avais prévu la cupidité. J'avais prévu l'arrogance. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'accuse d'utiliser un homme mourant. Alors, j'ai changé de cap. Je ne me suis pas défendu. J'ai posé une question. Quand ces documents ont-ils été créés? Dorian a cligné des yeux. Ce n'est pas pertinent. Non, a dit maître Hélène Girard depuis le côté de la pièce. C'est exactement pertinent. Toutes les têtes se sont tournées. Hélène s'est avancée, portant un dossier juridique scellé. Henri m'a demandé de présenter ceci si quiconque tentait d'installer une direction avant que les documents de succession et de fiducie de vote ne soient formellement examinés. Le visage de Béatrice a perdu ses couleurs. Quelle fiducie de vote? Hélène a ouvert le dossier. Elle l'a expliqué clairement. Des années auparavant, Henri avait placé les actions de vote de classe A de contrôle dans une fiducie irrévocable. J'étais nommé fiduciaire successeur pour le vote. Béatrice conservait des droits de consentement limités, mais ces droits prenaient fin automatiquement si elle tentait de transférer l'influence à un conjoint extérieur avant examen. Le dossier de Dorian venait de déclencher la clause. Puis Hélène a diffusé la vidéo. Henri est apparu sur l'écran derrière elle, plus mince que dans mon souvenir, mais le regard clair. Si ceci est montré, a-t-il dit, c'est que quelqu'un a confondu la proximité avec la loyauté. Personne n'a bougé. J'ai choisi Julien Moreau parce qu'il est resté quand rester lui coûtait quelque chose. Il a protégé ma fille. Il a protégé mes gens. Il a protégé cette entreprise quand d'autres ne protégeaient que leur place près d'elle. Ma gorge s'est serrée. Henri a levé la montre de poche en argent dans l'enregistrement. Faites confiance à celui qui reste. La pièce s'est ouverte sans un bruit. Dorian a essayé de parler, mais Hélène n'avait pas fini. Elle a produit les évaluations de capacité, les certifications de conseillers indépendants et les dossiers datés prouvant qu'Henri avait pris chaque décision en pleine possession de ses moyens. Son accusation s'est effondrée devant tout le monde. Béatrice m'a regardé comme si je l'avais trahi en survivant. Je me suis approché, gardant ma voix assez basse pour que la pièce doive se pencher pour entendre. Je n'ai jamais voulu votre maison. Je n'ai jamais voulu votre approbation. Vous avez passé des années à demander qui méritait l'entreprise. Henri a passé des années à décider qui la protégerait. Dorian a baissé les yeux. Béatrice n'a rien dit. Et alors que la foule se séparait lentement autour de moi, j'ai regardé la montre en argent dans ma main et j'ai compris que l'entreprise n'avait jamais été le véritable héritage. 3 mois ont passé avant que le bâtiment ne retrouve son calme. Pas vide, pas guéri, juste assez calme pour que les gens arrêtent de baisser la voix quand je traversais le hall. Le groupe Beaumont Méridien a survécu à ce que beaucoup s'attendaient à le voir briser. Les clients sont restés, les chauffeurs sont restés, les directeurs d'usine sont restés. Le conseil a confirmé ce qu'Henri avait déjà arrangé, et la confiance des investisseurs est revenue une fois que les gens ont compris que l'entreprise n'était pas remise à un homme avec un sourire et sans racines. Les journalistes ont appelé pendant des semaines. J'ai refusé chaque interview. Il y a des victoires que l'on ne parade pas en ville. On retourne simplement au travail et on s'assure que les gens qui vous ont fait confiance sont toujours protégés. La chute de Dorian n'a pas été dramatique comme les films aiment le montrer. Pas de cris sur un parking, pas de grande confession. Le conseil lui a interdit tout rôle futur lié au groupe Beaumont Méridien. Ses contacts en capital investissement se sont éloignés une fois que les dossiers d'Hélène et les évaluations de capacité sont devenus partie intégrante de l'examen formel. Les hommes comme Dorian survivent généralement en trouvant une autre pièce où personne ne connaît l'ancienne histoire. Cette fois, l'histoire l'a suivi. Béatrice a perdu quelque chose de plus discret et peut-être de pire pour elle. L'influence, les invitations, le pouvoir discret qu'elle avait exercé pendant des décennies. Les gens hochaient toujours la tête quand ils la voyaient à des événements caritatifs, mais ils ne se penchaient plus pour entendre ce qu'elle pensait. Voilà à quoi ressemblaient les conséquences pour elle. Pas la ruine, la reconnaissance. Un soir, après le départ de la plupart des employés, je me suis assis seul dans l'ancien bureau d'Henri.
Les lumières de Lyon brillaient au-delà de la vitre. Sur le bureau se trouvait la photographie que j'avais remise à sa place. Henri, Isabelle et moi devant ce premier centre de distribution agrandi. Le rire d'Isabelle était capturé pour toujours dans le cadre. J'aurais dû me sentir complet. L'entreprise était en sécurité. Dorian était parti. Les souhaits d'Henri avaient été honorés. Mais le deuil ne part pas simplement parce que la vérité gagne. J'ai touché le bord de la photographie et j'ai compris quelque chose que j'avais évité pendant longtemps. La victoire peut rendre un nom à sa juste place. Elle ne peut pas ramener la voix qui le prononçait. Une semaine plus tard, Béatrice a demandé à me voir. J'ai failli dire non. Puis je me suis souvenu d'Henri me disant que le pouvoir sans retenue devient finalement une autre sorte de faiblesse. J'ai donc accepté de la rencontrer au siège, pas au domaine. Elle est arrivée sans Dorian. Pas de perles, pas de spectacle, juste une femme fatiguée dans un manteau sombre qui semblait plus petite que la pièce dans laquelle elle entrait. « J'ai eu tort à votre sujet », a-t-elle dit. J'ai attendu. L'âge m'avait appris que certaines personnes ne s'excusent que pour se mettre à l'aise. Je voulais savoir de quel genre il s'agissait. Elle a regardé la photographie sur le mur. Je pensais que le sang me donnait le droit de décider ce qu'Henri aurait voulu. Non, ai-je dit, vous pensiez que le contrôle vous garderait en sécurité. Sa bouche a tremblé, mais elle n'a pas discuté. Je n'ai pas offert de pardon facile. Cela aurait été malhonnête. Mais je ne lui ai pas non plus tendu la haine. La haine vous lie à des gens qui ont déjà pris trop. Vous n'arrêtiez pas de demander qui méritait l'entreprise, lui ai-je dit. Henri demandait qui la protégerait. Béatrice a baissé les yeux. Il n'y avait plus rien à dire. Nous nous sommes séparés sans une étreinte, sans une promesse, sans prétendre que la famille avait été magiquement réparée. Certaines fins ne sont pas chaleureuses. Elles sont simplement nettes. Le mois suivant, nous avons ouvert le centre Isabelle Beaumont au rez-de-chaussée du siège, là où un salon de direction inutilisé se trouvait autrefois derrière un verre dépoli. J'ai fait enlever ce verre. Isabelle aurait aimé ça. Ils ont enterré ma femme des années avant d'enterrer son père. Mais à ses funérailles, ils ont aussi essayé de m'enterrer. Ma belle-mère se tenait devant la famille, les dirigeants et les vieux amis, puis a annoncé que son nouveau mari allait prendre les rênes de l'empire de 4 milliards d'euros que j'avais aidé à construire à travers le deuil, les dettes et les nuits blanches. Quand j'ai dit « non, ça n'arrivera pas », elle m'a regardé comme si j'étais un simple employé et a dit « alors sors de chez nous ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Henri avait vu venir ce moment et que la dernière carte qu'il m'avait laissée était sur le point de transformer sa victoire en l'erreur la plus coûteuse de sa vie. J'avais l'habitude de penser qu'être loyal signifiait rester silencieux, faire le travail et laisser le temps prouver la vérité. Mais ce jour-là, debout dans une pièce pleine de gens qui savaient ce que j'avais sacrifié et qui détournaient pourtant le regard, j'ai appris quelque chose de différent. Parfois, le silence ne protège pas la paix. Il protège ceux qui la volent. Quand je suis arrivé au domaine des Beaumont, les fleurs des funérailles commençaient déjà à faner. Cela me dérangeait plus que de raison. Henri Beaumont avait bâti une entreprise de 4 milliards d'euros à partir de quais de chargement, de deuxièmes hypothèques et de nuits blanches. Un homme comme lui méritait mieux que des roses blanches brunissant sur les bords et des gens chuchotant sur le pouvoir avant même que la terre ne se soit tassée sur lui. Je me suis garé au fond de l'allée car le cercle principal était bondé de SUV noirs, de berlines et d'hommes en manteaux coûteux prétendant que le deuil était la raison de leur venue. Certains étaient là pour Henri. D'autres pour l'entreprise. Quelques-uns étaient là parce que la mort a le don d'ouvrir des portes que les vivants gardaient verrouillées. Je suis entré et j'ai senti une odeur de lys, de café et d'argent ancien. Un instant, j'ai pensé à Isabelle, ma femme, la fille unique d'Henri. Elle était partie depuis 5 ans, mais je me surprenais encore à la chercher dans des pièces comme celle-ci. Elle m'aurait touché la manche et murmuré, ne les laisse pas transformer ça en spectacle. Mais Béatrice Beaumont avait toujours aimé la scène. Près de la salle principale, j'ai trouvé les cartons de placement disposés sur une table vernie. Le nom de Béatrice était au centre. Dorian de Villiers, son nouveau mari, était à côté d'elle. Les membres du conseil d'administration avaient leur place. Des cousins, qui n'avaient pas rendu visite à Henri depuis des années, avaient leur place. Mon nom n'y était pas. Un jeune assistant des pompes funèbres a regardé son presse-papier, puis moi. Monsieur Moreau, je crois que les places pour le personnel sont à l'arrière. Le personnel ?
Je ne l'ai pas corrigé. Il ne faisait que lire ce qu'on lui avait donné. De l'autre côté de la pièce, Jérôme Klein, l'un de nos plus anciens membres du conseil, a vu ce qui s'était passé. Son regard est tombé sur le tapis. Cela m'en disait assez. Ce n'était pas une erreur. J'ai mis la main dans mon manteau et j'ai touché la montre de poche en argent qu'Henri m'avait un jour placée dans la main lors d'une longue nuit à l'entrepôt de Vénissieux. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. J'avais juste besoin de sentir son poids.